Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre, votre rendez-vous avec Michel Onfray et l'équipe de Front Populaire. Une émission qui vous explique l'actualité autrement, d'un point de vue souverainiste, en se posant toujours la question de la France en priorité. Aujourd'hui, nous avions prévu de vous parler des régions et de la nécessité de les mettre à l'honneur, de sortir du modèle girondin pour repenser, du modèle jacobin, pour repenser la France. Michel Onfray a écrit d'ailleurs un ouvrage que je vous signale sur le sujet, intitulé Décoloniser les provinces, mais l'actualité de la semaine nous a fendu le cœur, disons-le franchement. Et nous avons choisi de parler de ce qui se passe sur le territoire arménien du Haut-Karabakh, qui subit une nouvelle attaque de l'Azerbaïdjan, des morts, des centaines de blessés déjà, dans l'indifférence générale, ce qui nous conduit à nous interroger sur la voix de la France, son poids dans le nouvel ordre mondial. Nous sommes en compagnie donc de Michel Onfray, qui rentre d'Israël et que je remercie d'être avec nous. Nous retrouvons Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, la revue, et frontpopulaire.fr, et nous accueillons Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, que, on peut dire, vous suivez l'actualité comme personne sur ce qui se passe en Arménie et au Karabakh. Merci d'être là à tous. Jean-Christophe Buisson, commençons avec vous. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé cette semaine? C'est un drame qui se joue là-bas depuis un moment déjà, et dans l'indifférence générale. Oui, alors vous savez qu'en 2020, l'Azerbaïdjan a attaqué l'Artsakh, qui est le nom arménien du Haut-Karabakh, peuplé quasiment exclusivement d'Arméniens depuis plus de 2500 ans, et a conquis les 2/3 de ce petit territoire, de cette enclave qui est arménienne, mais qui avait été rattachée artificiellement à l'Azerbaïdjan en 1923 par Staline, et qui, lorsqu'elle a demandé son indépendance en 1991, lorsque l'URSS s'est effondrée, s'est heurtée au refus de la République d'Azerbaïdjan, qui a considéré que cette région devait rester en son sein. Une guerre a été déclenchée à cette époque. Les Arméniens l'ont emportée. Donc on gardait cette espèce de république qui n'est pas une dépendance de la République d'Arménie, qui est reconnue par pas grand monde, même pas par l'Arménie, et cette situation a perduré pendant 30 ans. Et depuis 30 ans, l'Azerbaïdjan s'arme, profitant de sa manne pétrolière et gazière, et n'a qu'un objectif, c'est de récupérer ce territoire que lui a octroyé Staline, encore une fois, il y a un siècle, en dépit du fait que ce territoire est peuplé d'Arméniens depuis, je le répète, 2 millénaires et demi. Et en 2020, elle a déclenché une grande attaque dans l'indifférence générale, parce que le monde était occupé par les élections américaines, par le Brexit, par la pandémie. Elle a récupéré 2/3 de ce territoire, et il restait plus que un peu moins de 3000 km². C'est quand même pas grand-chose. C'est même pas un département français, c'est le Rhône, si vous voulez, comme un département. Toujours peuplé d'Arméniens, mais vivant depuis 3 ans sous l'angoisse, et l'angoisse certaine que l'Azerbaïdjan ne s'arrêterait pas là, parce que son dictateur de président, qui s'appelle Aliyev, a dit « Nous chasserons les Arméniens comme des chiens de cette région ». Et cette semaine, il a mis sa promesse, si je puis dire, à exécution, puisque mardi 19 septembre, il a lancé à nouveau ses troupes à l'assaut de cette région arménienne. Ça a duré 24 heures, 200 morts, 400 blessés, 10 000 réfugiés en 24 heures. Je pense que même en Ukraine, on n'a pas ce taux-là en une seule journée, pour vous dire dans quel état. Et les massacres ne sont pas terminés. Et les massacres ne sont pas terminés, puisque tout se passe à huis clos. Moi, j'ai réussi à aller en Artsakh il y a 2 ans, l'année dernière. Depuis l'année dernière, c'est absolument impossible. Et même depuis décembre 2022, personne n'entre et ne sort en Artsakh, ou presque, sauf parfois les malades, sous la protection de la Croix-Rouge et des Russes qui sont supposés faire régner la paix dans cette région. Donc ce qui se passe en ce moment là-bas, on ne le sait. Moi, j'ai des amis qui sont par téléphone ou par vidéo lorsqu'ils ont un peu d'électricité. Les gens meurent de faim depuis 9 mois, donc pour se défendre contre l'attaque, c'est pour ça que les autorités d'Artsakh ont très vite baissé les armes. Ils n'avaient pas les moyens, même physiques et encore moins militaires, de se défendre. Et depuis, on est dans une situation étrange. L'ONU a daigné se réunir jeudi pour discuter de tout ça avec les Azéris, avec les Arméniens, avec les Brésiliens, avec les Français, avec les Américains, avec les Russes, pour conclure. Pas grand-chose. Alors Michel, on se souvient que vous êtes allé vous aussi en Artsakh en 2020, on était ensemble d'ailleurs, alors que la guerre des 44 jours venait de se terminer. Vous aviez alerté en expliquant que là-bas se jouait un génocide à bas bruit. Vous avez eu beau, vous aussi, alerter comme Jean-Christophe, rien ne se passe.
Moi, je ne dirais pas que rien ne se passe. Je pense que tout se passe comme les grandes puissances ont souhaité que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un plan et on voit bien d'ailleurs que la France ne compte plus pour rien dans cette aventure. Je ne sais même pas si... enfin, j'irai jusque-là. Je ne sais même pas si Macron sait où se trouve l'Artsakh, ce qui se passe véritablement. Enfin, on finit par en douter, quoi. Il dit tellement tout et le contraire du tout sur tous les sujets que la politique de la France est absolument illisible. Or, vous avez raison de dire que je rentre d'Israël. Il se fait qu'Israël est l'allié de l'Azerbaïdjan. C'est quand même étonnant que l'État juif soit l'allié de l'Azerbaïdjan qui est chiite et que la Turquie soit aussi l'allié de tout ce monde-là qui est les sunnites, pendant qu'en face on a l'Iran qui lui est chiite, qui est du côté des chrétiens qui sont arméniens. Donc on s'aperçoit qu'il y a une vraie guerre de civilisation qui se joue dans cette aventure et que les Israéliens jouent leur survie. Leur ennemi principal c'est l'Iran. Il se fait que l'Azerbaïdjan leur permet d'être une espèce d'avant-poste pour pouvoir mener des opérations militaires le cas échéant, et que donc s'il faut payer ça du prix du sacrifice de l'Arménie, on le paye. On paye du prix du sacrifice de l'Arménie. Voilà. Ouais. Par ailleurs, il y a une espèce d'islamophobie qui se joue sur le terrain. Enfin, c'est une dialectique islamophobie, islamophilie, enfin tout ce qui fait que on laisse faire l'islam. Et l'islam a dit depuis très longtemps que ces chrétiens-là les gênaient. Moi, je le dis depuis toujours. Ça fait très longtemps que je fais savoir que ce qui s'est passé avec le génocide arménien met en jeu des musulmans qui ont décidé d'exterminer des chrétiens. Et on me fait savoir que je me trompe, que je suis obsessionnel, que avec ma théorie du choc des civilisations, celle d'Huntington que je refais mienne, je me trompe, et que ça n'est pas ceci, que c'est une affaire de nationalisme, etc., etc. Et puis, on voit bien que, effectivement, la religion mène le bal dans cette aventure, qu'il s'agit d'unifier effectivement une espèce d'islam dans cette partie du globe, et que cette présence, je ne vais même pas dire résistance, mais cette présence arménienne est gênante. Il s'agit juste de continuer effectivement le génocide en disant nous occupons physiquement et militairement, et puis après il y aura probablement quelque chose du genre une épuration ethnique. Alors soit elle se fera violemment, soit elle se fera parce que les gens diront mais nous on n'a pas envie de vivre sous ce genre de régime, et ils quitteront cet endroit-là. Et effectivement la France ne dit rien, l'Europe ne dit rien, d'autant que Poutine a laissé faire. Il faut savoir que dans cette aventure, Poutine peut aussi se venger en disant je protégeais, je ne protège plus, faites ce que vous voulez désormais, j'ai autre chose à faire avec l'Ukraine, puisque l'Occident m'a déclaré une espèce de guerre généralisée, je ne soutiendrai plus rien de ce qui ressemble à l'Occident, et allons-y, je vais me faire aussi des alliés du côté des islamistes. On sait d'ailleurs que l'islam et Poutine sont du même côté pour lutter contre l'Ukraine et pour le coup contre l'Arménie également. Ouais. Alors c'est un peu comme si finalement, enfin pardon, mais je vais être un peu brutal, mais s'il y avait eu 120 000 chiens à sauver dans cette région, je pense que les antispécistes de tout poil auraient été seraient montés au créneau, et là 120 000 Arméniens à sauver, on voit personne. Jean-Christophe. Oui, et c'est pour ça d'ailleurs, j'aurais un tout petit amendement, si vous le permettez, Michel, à ce que vous avez dit à propos de la religion. Les Arméniens sont chrétiens et sont les cibles des Azéris, non pas parce qu'ils sont chrétiens, mais parce qu'ils sont arméniens. Or, tous les Arméniens sont chrétiens. Même ceux qui croient pas en Dieu d'une certaine manière, parce que c'est presque plus culturel que spirituel ou religieux réellement, et parce que la foi chrétienne leur a permis de résister à toutes les invasions, toutes les conquêtes pendant des millénaires. Donc l'arménophobie des Azéris est d'abord dictée par le fait que puisque le symbole de l'Arménie, de l'arménien, c'est une église, c'est un monastère, c'est un ratchkar, on détruit les églises, les monastères, les ratchkars. Mais c'est pas tellement par haine de la religion chrétienne en tant que telle. Moi, je pense que le vrai combat, le combat religieux existe, c'est une partie de ce combat, mais le vrai combat, c'est le combat de l'espace turc contre le reste. Le vrai projet, c'est pas un projet islamiste, à mon sens, sinon on verrait pas des chiites et des sunnites s'entendre, puisque je rappelle qu'il y a des mercenaires syriens totalement sunnites qui sont passés par Gaziantep, donc la Turquie, pour rejoindre les Azéris chiites et combattre les Arméniens. Donc il y a un mélange, on comprend pas très bien. Par parenthèse, ça prouve bien que parfois les islams se réunissent quand il s'agit de taper sur des chrétiens. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais en l'occurrence, le vrai danger, le vrai impérialisme qui est en œuvre en ce moment, c'est l'impérialisme turc. Le pan-turquisme. Le pan-turquisme, c'est l'idée qu'on va rejoindre Istanbul jusqu'à Urumqi dans le Xinjiang en Chine et relier tous les États turcophones ou turcs d'Asie centrale jusqu'en Turquie. Et le seul problème, c'est que le lien se fait, à une exception près, le sud de l'Arménie, où il y a un petit bouchon qu'il faut faire sauter pour faire ce fameux corridor que revendique Aliyev.
Ce qui nous permet aussi de dire que l'Artsar n'est qu'une étape dans la conquête que Aliyev veut faire de cette région. C'est-à-dire que l'étape suivante, je peux déjà vous l'annoncer, et Michel, vous le savez aussi bien que moi, puisque vous êtes allé aussi dans le Syunik, c'est le Syunik, parce que le Syunik, c'est le petit bouchon qui empêche l'Azerbaïdjan d'être relié à son exclave qui s'appelle le Nakhitchevan à l'ouest de l'Arménie. Une fois que ces deux sont reliés là, comme le Nakhitchevan est lui-même relié de quelques kilomètres avec la Turquie, ça y est, on a le corridor turc. Effectivement musulmans, parce que la plupart sont musulmans, mais encore une fois, je crois que c'est un tout petit peu en dessous du panturquisme, l'islamisme dans cette affaire. Alors moi, je voudrais vous... Juste deux mots, oui, alors après, si c'est possible. Parce que, oui, Michel, enfin, mais je voudrais vous dire... donner plus que 2 mots, si ça vous embête pas, parce que je crois que ça mérite d'être continué, cette discussion. Je voudrais signaler le documentaire que vous aviez fait et qui est visible sur le site de la Web TV, michelonfray.com. Et après une courte pause, on va se demander aussi pourquoi il y a des guerres dont on parle et celles dont on ne parle pas. On continue à parler d'Arménie, d'Ukraine dans quelques instants sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, un partenariat Front Populaire, la revue Sud Radio, et on parle de la situation ce matin au Haut-Karabakh, de l'Arménie, de l'indifférence générale et de l'absence de poids politique de la France. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Le Nagar, rédacteur en chef de Front Populaire, la revue, et notre invité est Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Eh bien, il y a quelques instants, Michel Onfray voulait répondre plus brièvement à Jean-Christophe Buisson sur l'aspect guerre de religion qui se joue là-bas. Oui, parce qu'on peut pas penser en démocrate laïque en pensant que tout le monde pense en démocrate laïque, en disant que il y a la laïcité qui permet de mettre la religion d'un côté et puis de mettre la politique de l'autre. Tous ces pays-là sont dans des logiques théocratiques. C'est-à-dire que quand on parle du panturquisme, on peut pas faire l'économie du fait que la Turquie soit musulmane. Que la Turquie, quand il s'agit de transformer l'église Sainte-Sophie en mosquée, elle dit très précisément quelle est son obsession politique. Et on peut pas, sur le papier, comme ça, dire non, c'est la Turquie, c'est un projet panturc et ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des musulmans. Non, je n'ai pas dit que ça n'a rien à voir. Je pense que le panturquisme est supérieur à la motivation musulmane, mais comme l'islam fait partie du panturquisme, je vous rejoins de ce point de vue-là. Non, je ne dirais pas que c'est supérieur, que c'est coïncident. C'est comme un amalgame. On ne peut pas faire la part des choses parce que il n'y a pas une priorité qui serait panturque ou une priorité qui serait musulmane. Le panturquisme procède de cet islamisme qui lui-même procède d'un djihadisme. C'est un djihadisme de civilisation. Oui, mais non, Michel, parce que l'Azerbaïdjan n'est pas un pays islamiste. Il y a une façade laïque qui est réelle en Azerbaïdjan. Donc on ne peut pas dire que l'Azerbaïdjan, c'est une théocratie sur le modèle de la Turquie ou d'autres pays musulmans qui sont vraiment des théocratie. Bon, là, je vais vous dire, du point de vue de la vie des Arméniens... Ce ne sont pas des démocraties. Les chefs d'État sont musulmans. Et les gouvernements sont autoritaires. Bon, donc on pinaille sur du vocabulaire, je crois, mais enfin... Ouais. Alors, il y a en tout cas aussi une autre chose qui est certaine, c'est qu'il y a, si on veut faire une comparaison, une différence de traitement avec ce qui se joue en Ukraine et le conflit avec la Russie. Tous les jours, on parle de l'Ukraine qui bénéficie d'un soutien massif des Américains, on le sait, mais également de l'Union européenne. L'Union européenne, à cause de son embargo sur le gaz russe, a décidé d'un partenariat énergétique avec l'Azerbaïdjan, qui est une dictature, comme la Russie, je le rappelle. Et depuis, l'Union européenne ferme littéralement les yeux sur les atrocités commises au Haut-Karabakh. Est-ce qu'il y a une forme de cynisme de l'Union européenne ? Je crois que la réponse, elle tient en 2 mots qui s'appellent gaz et pétrole. L'Union européenne, à partir du moment où elle a décidé de sanctionner la Russie, de ne plus importer du gaz russe notamment, il fallait chercher d'autres fournisseurs de gaz. Ça tombe bien, il y a ce petit pays, l'Azerbaïdjan, qui en a beaucoup. Un peu moins qu'elle ne le prétend, mais qui en a beaucoup. Et à qui parce qu'il y a quand même beaucoup de gens, qui disent que, notamment des sénateurs que j'ai rencontrés, qui disent qu'on achète en fait du gaz russe qui transite par l'Azerbaïdjan. C'est-à-dire que l'Union européenne achète simplement le fait qu'on dise que ce n'est pas du gaz russe. Mais ça, c'est une certitude. La veille de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine, il y a un accord qui a été signé entre la Russie et l'Azerbaïdjan. Donc l'Azerbaïdjan, parce que commence à voir ses ressources fondre en mer Caspienne, et donc l'Azerbaïdjan importe du gaz russe.
elle met un coup de tampon au gaz azéri et nous le revend à l'Union européenne. Plus cher en plus que si on l'avait acheté directement à la Russie. Donc non seulement on l'achète plus cher, mais en plus on achète quand même de fait du gaz russe, directement ou indirectement, parce que ce sont des compagnies russes comme Lukoil qui sont, où les Russes sont majoritaires, qui exploitent le gaz azéri, donc avec des oligarques russes qui en font partie. Beaucoup d'oligarques russes sont proches de l'Azerbaïdjan, des amis de Poutine. Donc tout ça est d'une hypocrisie totale. Effectivement, on voit bien que c'est l'économie qui mène le monde et qui est supérieure à la politique. Et lorsque vous avez un Macron qui vaguement... Moi, la chose que je reprocherais le plus à Macron dans cette histoire, contrairement à ce que vous dites, Michel, il connaît très bien la situation. Je l'ai rencontré, on en a parlé longuement pendant 1 heure avec Sylvain Tesson et Pascal Bruckner. C'est pire que tout, alors. Mais oui, c'est encore pire parce qu'il la connaît, la situation. S'il ne la connaissait pas, on pourrait dire c'est l'ignorance. Mais il la sait et il donne l'impression qu'il va faire quelque chose, qu'il peut faire quelque chose avec ses petits bras. Il va tordre le bras de l'Europe, il va tordre le bras des Américains pour venir au secours des Arméniens qui, je le cite, que nous n'abandonnerons jamais. Et bien si, il a abandonné les Arméniens parce qu'il n'a pas les moyens de ses prétentions. Mais à ce moment-là, il ne faut pas faire croire qu'on va aider les Arméniens si on sait à l'avance soit qu'on ne le pourra pas, soit qu'on ne le voudra pas. Je voudrais entendre Michel sur ce cynisme de l'Union européenne qui devrait quand même... Pardon, mais Richard Michel, le Premier ministre belge et président du Conseil européen, il devrait raser les murs. Entre le fait d'acheter du gaz russe estampillé Azerbaïdjan et le fait d'avoir totalement fermé les yeux sur les meurtres, c'est sidérant, Michel. Non, je pense que Macron est informé parce qu'on lui fait des fiches et que c'est un garçon intelligent et il est capable d'avoir des fiches sur ce sujet-là, il est capable d'avoir des fiches sur le sujet suivant et puis encore d'avoir des fiches sur le sujet suivant après. Simplement, je crois qu'il ne sait pas quoi faire. Et, il pourrait éventuellement savoir quoi faire s'il était souverain, autonome et qu'il ait vraiment une politique étrangère ou extérieure. Simplement, il est pieds et poings liés effectivement à l'Europe, qui elle a décidé ce genre de choses. Elle a décidé de ce qui se passait. C'est-à-dire quand on dit il ne se passe rien, mais si, il se passe qu'on laisse faire, exactement comme avec l'Europe. C'est-à-dire quand on parle de Lampedusa, on dit mais l'Europe ne fait rien, mais ne rien faire, c'est faire quelque chose. C'est justement laisser faire. Ça fait partie du projet. Alors moi je persiste à croire effectivement qu'il y a ce projet idéologique qui suppose un projet politique, qui suppose évidemment de l'économie. Bien sûr, tout le monde vend, tout le monde achète. On ne sait pas qui achète des armes. La plupart du temps, vous avez des pays écrans, on se retrouve à vendre des armes à des pays qui en vendent à d'autres pays, qui eux-mêmes revendent à d'autres pays, et puis on trouve des pays armés, étrangement par la France qui n'aurait pas vendu directement des armes. Donc ça n'est jamais que la politique politicienne. Et je pense que c'est l'Europe qui prend la main sur ce sujet-là et que je persiste à dire qu'effectivement ça fait partie de son projet, que de ne pas voir ce qui se passe de ce côté-là. De fait, on a LCI qui est devenue une chaîne entièrement consacrée à la question ukrainienne. Ça dépasse mon entendement, cette idée qu'une chaîne d'information générale puisse devenir une chaîne d'information plus que particulière et ne traitant que de ce sujet-là. Je pense qu'il y a des intérêts idéologiques pour l'Europe également à fermer les yeux sur ce qui se passe en Arménie parce que ça procède d'un vrai projet politique. Quand on dit que Macron dit tout et le contraire de tout, c'est vrai. Simplement, il ne fait pas tout et le contraire de tout. Il fait toujours ce qu'il faut pour agir en fonction de l'Europe maastrichtienne et surtout pas en fonction de la France. Nous avions une politique de tradition arménophile, je dirais. Ouais. Tout ça a disparu. Absolument. On va y revenir dans un instant, mais Maxime Le Nagar, justement, vous êtes penché sur cette totale disparité médiatique dans le traitement réservé aux Ukrainiens et aux Arméniens. Oui, c'est assez flagrant, Stéphane, même si cette disparité diffère selon les médias. Alors bien sûr, il y a l'effet boule de neige. Plus un sujet est traité, plus il a tendance à être traité, et le mimétisme journalistique n'arrange rien. Sans même rentrer dans le détail du nombre de sujets et des temps de traitement, vous vous souvenez que durant de longues semaines, certains médias arboraient carrément le drapeau ukrainien en page d'accueil de leur support numérique. Il était même sur l'application Tous Anti-Covid, à un moment, rappelez-vous. On se souvient du dossier spécial de l'Express titré L'Ukraine doit vaincre, dossier réalisé en partenariat avec France Info, donc le service public. La question qu'on peut se poser légitimement, c'est est-ce que le service public est autant engagé pour la victoire de l'Arménie ? Alors j'ai retrouvé en 2020 dans un entretien sur le traitement éditorial et médiatique du conflit au Haut-Karabakh, le directeur de la rédaction internationale de Radio France, Jean-Marc Flour, expliquait que les mots agresseur et agressé, donc parler des Azéris et des Arméniens, je le cite, éditorialise un peu, fin de citation, donc il ne faut pas tellement les utiliser. Et il continue ainsi, j'ajouterais que dans une certaine manière, de l'autre côté, l'Azerbaïdjan pourrait se plaindre d'un déficit de couverture éditoriale de la part des médias occidentaux, fin de citation. Incroyable. Donc remplacer l'Azerbaïdjan par Russie, par exemple, pour voir ce que ça donne. Et alors qu'Emmanuelle Daviel, la médiatrice des antennes de Radio France, l'interroge sur le parti pris potentiel des journalistes dans ce conflit, Jean-Marc Four de répondre, non, je ne pense pas que ce soit le rôle des journalistes que de condamner, fin de citation. Incroyable. Évidemment, quand on met ça en balance avec le conflit ukrainien,
ça fait sourire. Et puis on le sait, Michel le rappelait à l'instant, la chaîne LCI a intégralement repensé sa programmation pour suivre le conflit ukrainien au jour le jour avec une ligne ultra pro-ukrainienne. Je ne sais pas d'ailleurs si le groupe Bouygues a des intérêts dans les pays concernés, mais LCI n'a pas beaucoup parlé de l'Arménie depuis le début. Je crois à peu près 1 heure de sujet depuis la reprise des conflits en 2020. C'est en tout cas un sentiment qu'on a en tant qu'observateur des médias. Peut-être que Jean-Christophe Buisson nous donnera son sentiment. Jean-Christophe, il est là, il va nous le dire. Ce qui est le plus incroyable, parce que vous avez consacré quand même, comme Front Populaire, on a consacré du temps, de l'espace à l'Arménie. Et de l'énergie, mais je vais vous donner un exemple très concret qui s'est passé il y a 2 jours, qui est beaucoup plus récent que ce que vous venez de dire. Mais avant, je veux dire, les langages employés, c'est incroyable. Agresseur, agressé. Bah oui, la réalité, c'est agresseur, agressé. Aujourd'hui, quand vous voyez une dépêche AFP, reprise par tout le monde, c'est les séparatistes arméniens. Déjà, le mot séparatisme, il est chargé, évidemment, d'un côté, c'est des gens qui sont les séparatistes de quoi? De Staline? Et ça fait 2500 ans qu'ils habitent là, ils sont traités de séparatistes et les journaux reprennent cette expression de séparatiste. Ça, c'est un scandale. J'ai ouï dire que le bureau de l'AFP à Bakou soumettait de toute façon à approbation les communiqués qui viennent de l'AFP. Donc c'est quand même incroyable. Je l'ignore, mais moi je vais vous donner un exemple concret qui s'est passé il y a 2 jours. Le représentant de l'Artsar, donc du Haut-Karabakh arménien en France, qui s'appelle Ovanes Gevorkian, est invité sur le plateau de TV5 Monde pour dire ce qui est en train de se passer. Je rappelle, 200 morts, 400 blessés, 10 000 déplacés, réfugiés en 24 heures. Quelques minutes avant d'arriver sur le plateau, on lui dit « Ah, on est très embêtés parce qu'on vous avait invité aussi avec l'ambassadrice d'Azerbaïdjan en France pour faire un petit débat contradictoire et elle ne veut pas débattre avec vous. Mais que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, on a décommandé Ovanes Gevorkian, représentant les victimes dans cette affaire, et on a laissé la parole à la seule ambassadrice d'Azerbaïdjan en France qui expliquait que non, c'était une action antiterroriste, que l'Azerbaïdjan reprenait position sur son propre territoire. Voilà un exemple concret. TV5 Monde, je vous rappelle que TV5 Monde, c'est une chaîne d'État français. Voilà ce que c'est. Et c'est d'autant plus rageant à propos de l'Union européenne en 2 mots, c'est que les valeurs de l'Europe pour lesquelles on s'engage en Ukraine, c'est quoi? C'est la démocratie, c'est des civils qui se font taper par des... C'est exactement ce qui se passe pour les Arméniens. L'Arménie est le seul pays un peu démocratique dans cette région qui est la seule république entourée de l'Iran, je le rappelle, de l'Azerbaïdjan, de la Turquie, qui, comme l'a dit Michel, sont des régimes autoritaires, voire des dictatures. Et on va pas se battre pour cette petite démocratie-là, mais peut-être que son seul grand défaut, effectivement, c'est d'être chrétienne. Et là, je rejoins un peu Michel. Autant sur place, j'en suis moins sûr, mais autant dans le sous-traitement de l'Arménie, je pense que le fait que ce soit un peuple chrétien et pas un peuple supposément racisé, colonisé, opprimé depuis des siècles, comme pourraient l'être des peuples musulmans, joue beaucoup en sa défaveur. Michel, vous comprenez ce déséquilibre total du traitement médiatique? Oui, parce qu'on sait comment fonctionnent les médias. Je veux dire que les médias d'État défendent l'idéologie d'État, qui est l'idéologie de l'Europe maastrichtienne, et tous ceux qui ne pensent pas comme ça sont criminalisés. Quiconque commence à poser la question de l'Ukraine autrement qu'en termes de morale, en disant c'est bien, c'est pas bien, je suis d'accord ou je suis pas d'accord avec l'Ukraine, je suis du côté de l'Ukraine ou je ne suis pas de l'Ukraine, est criminalisé. Si on dit mais est-ce qu'on peut pas faire un peu de généalogie? Comment en est-on arrivé là? Plutôt que d'être dans la moraline, juste poser la question de la généalogie en disant peut-être c'est un travail qu'on pourrait faire immédiatement, on est criminalisé. Donc on devient, moi je me suis retrouvé défendant la ligne de Poutine, par exemple, dans le journal de l'Express. L'Express disait que je défendais la ligne de Poutine, alors que j'avais expressément dit que c'était un régime fasciste, autoritaire, impérialiste, conquérant, et qu'il était inadmissible d'envoyer des bombes sur des populations civiles. J'avais simplement dit, mais il faudrait expliquer pourquoi on en est arrivé là. Donc on a des chaînes idéologiques, ça me paraît évident. Je vais pas dire que je souscris à ce que dit Jean-Christophe, puisque je disais que c'était mes thèses, mais je pense qu'il y a effectivement cette idée d'une espèce de christianophobie dans les régimes, dans les médias dominants, et que s'il s'agit de pop, de curés orthodoxes, là-bas il y a des églises, il y a des croix, il y a tout ça, on laisse passer parce que ça c'est pas très intéressant. S'il s'agissait de défendre des villes dans lesquelles il se trouve des minarets ou des mosquées, là on aurait effectivement eu des couvertures nettement plus intéressantes. Donc oui, il y a un traitement idéologique, comme il y a un traitement idéologique de toutes les questions, et oui, il est christianophobe, et oui, il est islamophile, c'est sûr. Dans un instant, on va parler de l'incapacité de la France à avoir une voix originale dans le monde depuis qu'elle a intégré aussi le commandement de l'ONU et s'est fondue dans l'Union européenne. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre,
10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, votre rendez-vous avec Front Populaire, la revue et Sud Radio. Alors aujourd'hui, on parle de la situation au Haut-Karabakh, de l'Arménie, de l'indifférence générale et nous allons venir à l'absence de poids politique de la France depuis qu'elle a réintégré le commandement de l'ONU et puis s'est dissous dans l'Union européenne. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Onfray, de Maxime Le Nagard et notre invité Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Alors, devant les événements au Haut-Karabakh, la France a publié un communiqué que je vais vous lire. Il est assez court. La France condamne avec la plus grande fermeté le lancement par l'Azerbaïdjan d'une opération militaire au Haut-Karabakh avec l'utilisation d'armements lourds, y compris contre des zones habitées. Aucun prétexte ne peut justifier une telle action unilatérale qui menace des milliers de civils déjà affectés par des mois de blocus. La France appelle l'Azerbaïdjan à cesser immédiatement son offensive et à revenir au respect du droit international. La France demande la convocation d'urgence d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle se concerte étroitement avec ses partenaires européens et américains afin qu'une réponse forte soit apportée à cette offensive inacceptable à la hauteur des risques qu'elle fait peser sur la sécurité de la région. Et pourtant, rien ne se passe. Comme quoi la concertation n'avance pas, Jean-Christophe Buisson. Oui, la seule réponse forte, immédiate, urgente qu'il y aura à avoir, parce qu'il y a un drame humanitaire qui, à très court terme, aujourd'hui, c'est des gens qui meurent pas seulement par le conflit, parce qu'ils ont été blessés. Il y a des gens qui ont été blessés pendant les combats, qui sont à 10, 20, 50, 100 km de Stepanakert et qui ne peuvent pas être soignés parce que les routes sont fermées, parce qu'il n'y a pas d'essence, etc. Donc il y a un drame humanitaire qui se joue. Donc l'urgence, c'est de régler ce drame humanitaire. Et donc le seul moyen de le faire, c'est qu'il y ait une résolution qui dise que les casques bleus peuvent venir sur place, puisque les casques bleus russes ne font pas leur travail. C'est ça le seul. Donc on peut faire tous les discours qu'on veut, les condamnations qui sont quand même rares depuis 9 mois que le pays est complètement fermé et que les gens sont enfermés à ciel ouvert dans un immense camp de concentration depuis 9 mois. C'est le sort des Arméniens depuis 9 mois où il ne s'est rien passé, où la communauté internationale ne fait rien, par peur des Turcs, par peur des Russes. Peu importe. La vérité, c'est que aujourd'hui, il y a un drame humanitaire qui relève des mêmes drames qu'on a vus, par exemple, en ex-Yougoslavie il y a 30 ans, où la réaction était beaucoup plus rapide, et qui ne se passe rien, et qu'aujourd'hui, à très court terme, pour sauver ces gens, c'est une intervention des casques bleus. Il n'y a que ça qui peut régler. Sinon, on peut faire tous les discours du monde et la France peut monter au créneau et dire c'est scandaleux ce qui se passe. Ça ne sert à rien. Oui, donc, maintenant, il faut agir. Les intentions, c'est magnifique. Les actes, c'est quand même mieux pour sauver des vies humaines. Est-ce que on peut dire que la voix de la France n'est plus écoutée ? On a consacré une émission d'1 heure la dernière fois pour voir que sur le continent africain, la France était non seulement de moins en moins désirée, mais régulièrement chassée. 7 putschs ont eu lieu récemment. Et dans ces 7 putschs, c'est à chaque fois un désaveu cinglant pour la France. La France recule donc sur la scène internationale de façon spectaculaire en ce moment. Oui, parce qu'il n'y a pas de lisibilité de la politique étrangère de Macron. Et la politique étrangère de la France, elle se fait avec Ursula von der Leyen qui décide. Quand il a fallu prendre position sur la question ukrainienne, elle a décidé sans consulter grand monde, d'ailleurs, sûrement pas en consultant les peuples. Je pense que cette façon de décider d'une guerre en disant « je suis, moi, Ursula von der Leyen, pas du tout élu, mais simplement je pilote l'Europe et c'est moi qui décide que nous allons faire cette guerre ». Et le peuple français subit cette guerre, c'est-à-dire qu'on ne met pas en relation aujourd'hui l'augmentation du prix de la vie, le prix de l'essence, l'inflation, mais pas du tout toutes ces choses-là en relation avec les décisions qui sont prises là-bas. Je trouve ça inadmissible, c'est-à-dire que ça n'est pas une démocratie, une façon de faire fonctionner une démocratie que d'imaginer qu'une personne plus une dizaine d'une espèce de soviet suprême dont on ne sait ce qu'il est véritablement décide de ce qui est bon pour l'Europe maastrichtienne et font savoir à la France, donc au chef de l'État, qu'il va falloir décider de ceci ou de cela, dire ceci ou dire cela, c'est-à-dire s'engager, donner de l'argent et se trouver très militant pour la cause ukrainienne, et puis de dire sur l'Arménie, on laisse faire. Donc effectivement, quelques papiers de temps en temps, des petites décisions entre diplomates pour nous dire, c'est comme Darmanin quand il y a un assassinat, ça ne peut pas durer, ça va être, on va faire une enquête, ça va être très durement réprimé, nous allons retrouver les coupables et puis rien du tout. Ouais. Donc les gens ne sont pas dupes, la politique étrangère de la France est menée par Ursula von der Leyen toute seule et les Français paient les pots cassés. Alors, dans un instant, je vous passe la parole, Jean-Christophe Buisson, mais je voulais voir et entendre surtout Michel réagir à ce grand dîner d'État qui s'est tenu à Versailles avec Charles III, et ça aurait pu être l'occasion de faire un discours
de politique internationale avec le roi d'Angleterre, Michel. Oui, ça c'est sûr que ce truc a été vraiment, c'est honteux. C'est mal tombé, vraiment. C'est bien tombé pour qu'on sache comment ça marche. C'est-à-dire que de manière planétaire, la France, ce sont des voitures retournées, des racailles qui défoncent les vitrines et qui piquent dans les magasins. Ce sont des émeutes, ce sont des bus incendiés, et puis ce sont aussi des chefs d'État, enfin un chef d'État qui reçoit un roi et qui reçoit la France d'en haut, c'est-à-dire des gens du cinéma, des gens de la littérature, des gens des idées, des gens du business, en nous disant regardez, on boit des vins à 3000 € la bouteille. Et on lance cette image au monde entier. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. On n'a pas besoin de faire des grands dîners à Versailles pour faire de la politique. D'ailleurs, quelle politique décide le roi Charles? Je pense qu'il décide pas grand-chose. Il inaugure les chrysanthèmes. Donc on a eu droit à une espèce de grand discours très il faut sauver la planète, l'écologie c'est formidable, soyons gentils plutôt que méchants, la paix c'est quand même nettement mieux que la guerre. On se fait applaudir au Sénat en tenant un discours comme celui-ci, mais ça montre la vacuité de la politique intérieure, de la politique extérieure française. On ne sait pas du tout ce qu'il en est de ce que Macron aurait pu faire avec j'allais dire le prince Charles, mais le roi, qui de toute façon n'a aucun pouvoir en Angleterre. Ce sont donc des effets médiatiques. Il n'y a pas d'effet de politique. Vous êtes d'accord, Maxime? C'était une visite d'État pour pas grand-chose. Pour pas grand-chose, en effet. Et si on prend l'angle d'ailleurs diplomatique et celui de l'image de la France dans le monde, difficile d'y voir un sans faute. L'événement a été évidemment très suivi outre-Manche, et si l'épisode du dîner fastueux dans la Galerie des Glaces a effectivement fait grincer des dents, les commentateurs britanniques ont surtout relevé la familiarité du président français, qui a posé sa main, on l'a vu à plusieurs reprises, sur le roi d'Angleterre, un peu à la sauce Trump, lequel n'est quand même pas une référence en termes d'élégance. Notons quand même qu'Emmanuel Macron n'est pas le premier à commettre ce genre d'impair. En 2004, Jacques Chirac avait posé sa main sur les épaules de la reine Elisabeth II. Or, dans la tradition britannique, ces gestes familiers sont considérés comme des manques de respect envers sa majesté. Alors, on entend aussi que le protocole s'assouplit de génération en génération. Et il est vrai que si vous allez sur le site officiel de la monarchie britannique, il n'y a pas de code de conduite obligatoire pour rencontrer la famille royale. Disons qu'en théorie, la loi non écrite de la bienséance et de la tenue suffisent, quand on est bien élevé notamment. Mais pour rappel, et on en a parlé d'ailleurs à cette antenne, nous avons quand même un président français qui en 2017, en pleine rencontre officielle, avait dit à son homologue du Burkina Faso, vous en souvenez Stéphane, d'aller réparer la clim, ce qui nous avait déjà averti sur sa façon de concevoir la diplomatie. Jean-Christophe Buisson, par rapport à cette visite, ça aurait pu être l'occasion d'une déclaration internationale. De parler de l'Arménie, puisque c'était le sujet du jour. Mais le problème, c'est qu'est-ce qu'il pouvait bien dire sur l'Arménie, c'est de là, puisque le Royaume-Uni et la France font partie de l'OTAN comme la Turquie. Et donc on n'avait pas fâché notre ami Erdogan, surtout pas en ce moment avec ses problèmes de migrants. Et puis par ailleurs, l'Angleterre joue un jeu assez trouble dans le Caucase. Vous savez que, ou vous ne savez pas d'ailleurs, que l'Angleterre a acheté à l'Azerbaïdjan des mines qui se trouvent aujourd'hui dans le territoire de l'Artsakh arménien. C'est-à-dire des mines qui sont gérées par des Arméniens, mais l'Azerbaïdjan, considérant que cette région, depuis toujours lui appartient, a vendu des mines qui ne lui appartiennent pas à des compagnies anglaises. Et les compagnies anglaises, depuis des mois, disent donc, on vous a acheté des mines il y a quelques années, on ne peut pas les exploiter, donc s'agirait de nous donner les moyens de les exploiter. Ça n'est pas l'explication totale de l'invasion de l'Artsakh ces derniers jours, mais ça peut y participer. En tout cas, l'Azerbaïdjan savait que c'est pas l'Angleterre, c'est pas le Royaume-Uni, c'est pas la Grande-Bretagne qui allait lui chercher des poux dans la tête si jamais elle venait à envahir l'Artsakh, ce qui est arrivé. Et vous verrez que lorsque l'Artsakh sera totalement intégré à l'Azerbaïdjan, que les 120 000 habitants soit auront été massacrés, soit auront été obligés de fuir en Arménie, eh bien vous allez voir plein de compagnies anglaises qui vont surgir dans la région pour gérer ces mines d'or, ces mines de cuivre, les rares richesses d'Artsakh, voire les lacs et les ressources fluviales de cette région. Donc il y a encore une fois ce cynisme dont on parlait de la part à la fois de l'Union européenne et des pays. Et puis le dernier mot peut-être à dire, il me semble c'est un drame presque ontologique, c'est que la démocratie, que ce soit la France ou d'autres, est bien démunie lorsqu'elle a affaire en face d'elle à des régimes qui utilisent la force. Elle ne sait pas faire. Munich, c'était ça aussi quand même. C'était qu'est-ce qu'on fait contre des pays qui utilisent la force? Soit on utilise la force, mais alors c'est pas très démocratique d'utiliser la force, soit on laisse faire, et c'est ce qui se passe aujourd'hui. On laisse les Azéris qui sont forts
écrabouiller, massacrer, tuer, épurer, génocider les Arméniens qui n'ont pas les moyens de se défendre et à qui les démocraties n'osent pas apporter des moyens de se défendre au risque de ne plus être considérés comme des démocraties. Pourtant, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Et pourtant, Michel, vous aviez écrit et dit en 2020 à votre retour d'Arsar que les Arméniens constituaient un grand petit peuple, et dans votre bouche, ça veut dire beaucoup de choses. Oui, je persiste et signe. On voit simplement l'histoire se réaliser, c'est-à-dire que ce pays se fait écraser. Je pense même que son gouvernement n'était pas terrible, n'était sûrement pas à la hauteur non plus. Moi, j'avais gardé quelques contacts avec des Arméniens lors de mon passage, et j'ai vu régulièrement leur souffrance, leur douleur de se voir abandonnés. Donc, il y a un moment donné où on commence par l'Arménie, puis on continue, etc. C'est-à-dire que nous n'avons pas de plan alternatif au plan, je persiste à le dire, au plan d'un islam qui, lui, se veut conquérant, c'est-à-dire que c'est comme ça que l'Occident s'est trouvé conquis, et la France, d'ailleurs, jusqu'à Poitiers. Et il y a une façon d'avancer les pièces qui fait qu'on a en face une absence de réponse. On n'a rien. C'est-à-dire que l'Occident ne répond pas, que la France ne répond pas, que l'Europe ne répond pas, et qu'on laisse faire. C'est-à-dire que quand on aura le temps de l'histoire, c'est-à-dire la possibilité du recul, on dira « Ah oui, il y a eu un moment donné où, effectivement, on a effacé l'Arménie de la carte. Et puis ensuite, il y a eu un moment donné où on a fait ceci, puis on a fait cela, puis on s'est dit « Ah bah tiens, c'est drôle, quand on prend la carte, elle s'est totalement islamisée de ce côté-là, dans cette partie-là du monde. » Mais bon, c'est ainsi, quand nous sommes morts, nous ne pouvons guère être plus vivants. Nous le sommes actuellement. Absolument. Alors dans un instant, on va parler de l'Union européenne encore, et de l'OTAN qui nous embarque dans des aventures non consenties et qui vont contre nos intérêts et nos amitiés historiques. On va rappeler que l'Arménie est un État qui, avant d'être une démocratie, était une monarchie il y a longtemps, et qui avait déjà des liens historiques avec la France. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, l'heure libre, 10h-11h, Stéphane Simon, Michel Onfray. De retour dans l'heure libre, une émission conçue par Front Populaire La Revue en partenariat avec Sud Radio. Nous sommes toujours avec Michel Onfray, bien sûr, et Maxime Le Nagar. Notre invité est Jean-Christophe Buisson, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Je voudrais, Maxime Le Nagar, que vous nous rappeliez les liens historiques millénaires entre la France et l'Arménie. Il y a des choses à dire. Oui, millénaire, c'est le mot, Stéphane, car les relations entre l'Arménie et la France existent depuis les temps reculés des Capétiens et du royaume arménien de Cilicie. À l'époque des croisades où des réfugiés arméniens fuyaient l'invasion turque seldjoukide, les réfugiés arméniens avaient été soutenus par les croisés, c'était au XIIe siècle. Il faut dire que le royaume d'Arménie, fondé en 190 avant Jésus-Christ, a été le premier royaume chrétien, on le sait peu, sous l'impulsion de Tiridate IV qui s'est converti au christianisme, de Grégoire Ier l'Illuminateur, le saint qui a évangélisé l'Arménie. Rappelons par ailleurs que l'Arménie vit depuis le 8e siècle avec la propagation de l'islam dans un environnement régional majoritairement musulman. Ces relations entre la France et l'Arménie n'ont jamais vraiment cessé, si elles sont devenues officielles diplomatiquement en 92 après la dislocation de l'URSS. Les historiens nous apprennent par exemple que la langue arménienne comporte beaucoup d'emprunts faits à l'ancien français qui date du XIVe siècle, qu'il y avait des marchands arméniens dans le port de Marseille au XVe siècle, et c'est d'ailleurs à Marseille que beaucoup d'Arméniens ont débarqué en France après le génocide de 1915 pour former ce qu'on appelle la diaspora arménienne, qui compte environ 500 000 compatriotes et qui vivent en France aujourd'hui. Alors justement, j'aimerais entendre Michel sur un point. Il y a 700 000 Français d'origine arménienne qui ne font jamais parler d'eux d'ailleurs. Et en Allemagne, il y a de l'autre côté donc du Rhin, il y a plusieurs millions de citoyens d'origine turque. Les Turcs sont ceux qui ont génocidé les Arméniens en 1915 et qui continuent à nier d'ailleurs le génocide arménien. Comment peut-on croire à une diplomatie commune franco-allemande dans ces conditions? Encore une fois, je pense plutôt que la France est obligée de regarder ses chaussures, Michel. La France a laissé tomber ses Arméniens, ça me paraît évident, et a pris le parti que je signale depuis le début de cette émission. Je ne vois pas autrement qu'on puisse penser autrement. Je veux dire, en plus de ça, il faut voir que le peuple arménien est tout à fait particulier, c'est-à-dire il ne revendique pas, il n'est pas dans la culture géniarde qui lui permettrait de se plaindre en permanence en disant nous avons été des victimes, en ayant une espèce de culture de la victime et en disant nous avons des droits, nous voulons des réparations, en faisant des lobbies, des pressions, etc. C'est pas du tout le genre de la maison, c'est pas du tout le genre chrétien pour le coup. Il y a une façon de supporter la douleur et la souffrance qui est toute à la gloire, je dirais, du peuple arménien. C'est aussi. Alors après, ça pose le problème de toutes les diasporas. C'est-à-dire, ça marche aussi avec le Liban, ça marche aussi avec Israël, ça marche aussi avec l'Arménie. C'est-à-dire que peut le peuple de l'extérieur
C'est facile. Après, quand on ne vit pas en Arménie, quand on n'y est pas, quand on descend éventuellement de parents arméniens ou de grands-parents arméniens, de se dire arménien et puis de faire quoi? De faire des pétitions et d'agir comment? De quelle manière? Bon, on sait aujourd'hui qu'on peut revenir au pays, faire des armées, combattre, porter l'uniforme. Alors ça, pour le coup, ça a de la gueule. C'est-à-dire que, rappelez-vous le général de Gaulle, la France libre, cette façon de dire on constitue une armée et puis de l'extérieur, on va constituer une armée qui va permettre à l'Arménie de se défendre. Si effectivement l'armée de l'intérieur, l'armée arménienne n'existe pas, et si en plus de ça, la diaspora se contente de ne pas être d'accord et point la ligne, il est bien évident que ce petit peuple va se faire totalement laminer. C'est un petit peu comme si la France n'avait pas eu le général de Gaulle en 1940. Jean-Christophe Buisson, vous croyez à cette diplomatie commune franco-allemande ou vous n'y croyez plus? Non, pas du tout. Alors, sur ce sujet, encore moins que sur d'autres. Mais Michel a raison. Là, il y a vraiment un problème au sein chez les Arméniens. D'abord, entre les Arméniens d'Artsar, les Arméniens d'Arménie et les Arméniens de la diaspora. Vous avez raison que beaucoup d'Arméniens de la diaspora se donnent bonne conscience en envoyant de l'argent, en signant des pétitions. Et puis cet argent, au moins, ils se disent on garde le lien avec le pays. Mais que devient cet argent? C'était le grand problème de l'Arménie dans les années 90-2000. Cet argent était détourné, et notamment en théorie pour aller aider à construire des routes en Artsar, mais cet argent était détourné. C'est pour ça que Pachinian est arrivé au pouvoir. Et aujourd'hui, Pachinian a décidé de se séparer de l'Artsar, de faire deux politiques communes en disant c'est un boulet, c'est leur Algérie de pied noir. Donc c'est un boulet économique, c'est un boulet politique, c'est un boulet moral d'une certaine manière, parce que beaucoup d'argent était détourné. Donc Pachinian a pris cette option de dire finalement l'Artsar, s'il n'y a plus le problème de l'Artsar, on va pouvoir faire la paix avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est une erreur, mais je conçois qu'il ait pris cette stratégie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'Arménie n'a pas voulu, ces derniers jours, intervenir dans le conflit et courir au secours des Arméniens d'Artsar. Raison pour laquelle aussi, d'ailleurs, hier vendredi, il y avait d'énormes manifestations à Yerevan de gens qui disent mais il faut aller aider nos frères d'Artsar. Donc il y a un risque de guerre civile réelle entre Arméniens. Et encore une fois, les Arméniens ne s'en sortiront qu'avec une aide extérieure. Et ils vivent le même traumatisme que vivaient les Polonais en 1848, qui espéraient que la France vienne les aider contre la répression russe. Le problème, c'est que Dieu est trop haut et la France est trop loin. Et les Arméniens vivent le même drame. Dieu est trop haut et la France est trop loin. Et en plus, un peu indifférente à tout ça. La seule chose que nous, Français, aujourd'hui, on peut peut-être apporter aux Arméniens, c'est de parler d'eux. C'est de parler de leur tragédie, de parler de leur drame, de donner mauvaise conscience à nos gouvernants, que tout ça ne passe pas par pertes et profits en disant bon, cette affaire est classée, ça y est, l'Azerbaïdjan a récupéré, on passe à autre chose. Non, parce que d'abord, après l'Artsar, encore une fois, ça sera le Syunik, ça sera l'Arménie qui sera visée. Et ensuite, comme le disait très bien Elie Wiesel, les Arméniens ne craignent pas la mort, ils craignent l'oubli. Eh bien, ne serait-ce que pour cette raison-là, il faut parler de l'Arménie, il faut parler des Arméniens dès qu'on peut. Et d'ailleurs, Front Populaire, vous le faites remarquablement, Sud Radio, le Figaro Magazine, on essaie de maintenir cette petite flamme sous cette casserole dramatique et celle de l'Arménie. Et je pense que ce sont des petites choses, mais au moins, nous aurons donné mauvaise conscience à nos gouvernants qui ont effectivement abandonné les Arméniens. Michel, c'est le seul conseil que l'on puisse donner aux Arméniens, d'être un peu plus bruyants sur le plan médiatique et sur le plan intérieur? Enfin, comparaison n'est pas raison, et puis je vais pas donner des leçons à ce peuple déjà tellement maltraité, mais je veux dire que si le général de Gaulle s'était contenté de Radio Londres en donnant des messages, ça n'aurait pas donné grand-chose. Donc on peut continuer effectivement à manifester, à écrire dans des revues, à faire des émissions, mais si vraiment on a l'Arménie au cœur et qu'on a l'impression vraiment que c'est une chose essentielle, à ce moment-là, on crée une armée de libération, on a un général de Gaulle, puis on y va et on y met sa peau. Pas que ça devienne non plus l'occasion de conflits médiatiques qui permettent de se donner bonne conscience à peu de frais en sacrifiant le peuple arménien. Ce serait une façon de tuer deux fois ce peuple-là. Jean-Christophe Buisson, j'ai souvenir qu'en 2020, il y avait eu des volontaires, quelques volontaires français à aller se battre en Arménie. Oui, je crois qu'ils n'avaient pas réussi à entrer vraiment en Artsar, mais ils étaient venus apporter effectivement leur aide à l'armée arménienne, mais qui s'était beaucoup méfié parce que justement, comme en face, les Azéris utilisaient beaucoup de mercenaires et de mercenaires djihadistes, ils savaient très bien que si on apprenait que des Français venaient combattre aux côtés des Arméniens, ça serait utilisé dans la propagande. Et aujourd'hui, je vous rappelle que le mercenariat est supposé être interdit et par la loi, y compris par la loi française. Donc c'est pas simple. C'est pas ça. Et de toute façon, c'est pas ça qui aurait suffi pour combattre l'Azerbaïdjan qui combattait avec des drones, avec des satellites, avec des chars.
dernière génération. Voilà, des drones Arop, ce qu'on appelle des drones kamikazes, dont d'ailleurs je signalais quelques jours avant l'invasion qu'il venait d'être fourni sur l'aéroport de Ganja en Azerbaïdjan 8 jours avant l'attaque. Il y avait des mouvements de front de véhicules et de troupes qui laissaient l'impression que l'invasion allait avoir lieu. Est-ce que si cette voie est sans issue, est-ce qu'il pourrait y avoir une menace de vote politique, de vote sanction? 700 000 Arméniens en France, ça fait un certain point politique. Mais Michel, est-ce que les Arméniens seraient inspirés de voter contre leurs représentants en ce moment? Qui défendrait leur position? Quel homme politique aujourd'hui, quel parti politique a pris fait et cause en faveur de l'Arménie? Je ne sache pas qu'il y ait un parti. Du moins, s'il y a un micro-parti, c'est sûrement pas un parti qui est susceptible de parvenir aux affaires. Et de toute façon, parvenant aux affaires, on voit bien comment ça fonctionne avec Mélanie. C'est l'Europe qui fait la loi. Et pour le coup, ce serait pas l'Arménie qui ferait la loi. Quand je disais tout à l'heure qu'il faudrait un général de Gaulle, il est bien évident que ça peut pas être un général de Gaulle qui ne soit pas arménien. Il faut que éventuellement un Arménien constitue ce que le général de Gaulle avait fait en son temps, c'est-à-dire aille voir des chefs d'État, mobilise des peuples. À l'époque, il était question de lutter contre Hitler, qui lui avait des avions à réaction, travaillait à une bombe atomique et avait une armée extrêmement puissante. Le général de Gaulle n'a pas dit ils sont tellement armés, tellement puissants qu'on ne pourra rien faire. Il y a cru, il y est allé, il a mobilisé, il a fait un travail extraordinaire, il a réussi à faire les forces françaises de l'intérieur, la France libre, etc. Enfin, on connaît l'histoire, mais pour ce faire, il faudrait que des gens aient l'âme chevillée au corps, la défense de l'Arménie chevillée au corps, au point de dire on y va, on rentre dans l'histoire et on fait l'histoire. Je pense que c'est beaucoup plus confortable aujourd'hui d'être dans les pétitions de principe et dans les discours. Bien, en tout cas, c'est pas une note très optimiste pour conclure, mais en tout cas, je voudrais vous remercier tous d'avoir consacré 1 heure de votre temps pour l'Arménie, pour le Haut-Karabakh. Merci Jean-Christophe Bisson, merci Michel. Dans un instant, on parle auto sur Sud Radio avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Vous le savez aussi, Sud Radio, c'est la radio de la Coupe du Monde de rugby. Et vous avez rendez-vous à partir de 16h pour les matchs du jour. Alors, en direct du village des Marques de Nailloux, près de Toulouse, toute l'équipe du rugby vous y retrouve. Et puis, il y aura le match Angleterre-Chili à suivre sur cette même antenne. Rendez-vous avec nous sur les réseaux sociaux de Sud Radio et sur la chaîne YouTube pour réécouter l'heure libre. Tout de suite, c'est On parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault. Merci à tous, bonne journée. Sud Radio, l'heure libre, Stéphane Simon, Michel Onfray.